Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes bien dans 28 minutes et nous démarrons ce soir avec un monstre sacré de la photographie contemporaine, le Britannique Martin Parr, observateur impitoyable de ses compatriotes depuis 45 ans. Sucré, acide, saturé de couleurs, de kitsch, surréel et complètement familière à la fois, la société de consommation vue par Parr, c'est l'enfer. L'actualité du jour, c'est le soutien apporté par Barack Obama au candidat démocrate Joe Biden. La bonne nouvelle, et ce qui me rend optimiste, c'est le fait qu'il y ait un grand sursaut à travers le pays, particulièrement chez les jeunes, qui disent qu'ils en ont assez. En réponse, Donald Trump a accusé Barack Obama de haute trahison, une indication sur le niveau de violence, de polarisation de la campagne d'ici novembre, peut-être. Avec le nombre alarmant de malades du Covid-19 aux États-Unis, le nombre de chômeurs qui repart à la hausse, Trump est-il de plus en plus fragilisé? Obama peut-il faire, entre guillemets, l'élection de novembre? Nous en débattrons avant de retrouver les traits gaulois, Mauduit et Saltiel. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. La crise sanitaire bouleverse l'économie du tourisme. Les gens ne voyagent plus, donc ça a des conséquences en France et partout dans le monde. Tenez, au Pérou, un des pays les plus touchés, le Machu Picchu est fermé. Il va demeurer fermé. Moi, je vous y conduis, mais en 1911, quand il est redécouvert. Et vous, François ? Ce soir, on parlera espionnage, mais oubliez les micros planqués sous la table ou les ordinateurs piratés. Des chercheurs israéliens viennent de développer une nouvelle technique pour tracer les conversations confidentielles à partir d'une ampoule de courant et d'un télescope. À tout à l'heure les garçons, bonsoir Nadia Dam, bonsoir Elisabeth, bonsoir Anne Rosenchère de l'Express et bonsoir Martin Parr. Vous êtes avec nous par Skype. Good evening à vous, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes à Bristol et vous nous accueillez dans votre maison, dans votre studio, je crois. Comment allez-vous, Martin Parr ? Je vais bien. Bon, j'ai hâte de pouvoir venir prendre une tasse de thé à l'extérieur parce qu'on est un peu confinés. Bon, j'ai fait pas mal de photos parce que j'ai vu les gens qui sont arrivés dans le hall et on a un nouveau type de file d'attente. On adore faire la queue en Angleterre, donc voilà, c'est quelque chose à documenter maintenant. Martin Parr, nous vous recevons sur Arte ce soir parce qu'à Rennes, le FRAC de Bretagne expose jusqu'au 21 janvier 2021 une énorme rétrospective de vos photos, de vos 50 ans de carrière photographique sous le titre absolument exquis de Parathon, le Parathon. Je ne sais pas si c'est vous qui avez trouvé ce titre, mais il est formidable. Nous allons en parler dans un instant, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras. Remettez un nuage de lait dans le thé pendant ce temps-là. Deux hommes, la vie ordinaire, les Britanniques, c'est la règle de 3 de Martin Parr. Deux hommes ont une influence considérable sur le jeune Martin Parr. Son grand-père, qui vivait près de Bradford, dans le nord de l'Angleterre, était un photographe amateur passionné. Dans les années 60, quand Martin Parr va lui rendre visite, ils prennent puis développent des photos ensemble. Depuis ce temps, j'ai toujours voulu être photographe, dit-il. Le second, Tony Ray Jones, photographe britannique mort en 1972, est le premier à photographier les plages anglaises pour documenter le quotidien de ses compatriotes. En 1974, un livre qui regroupe 120 photos de Tony Ray Jones sort. Cet ouvrage intitulé A Day Off reste aujourd'hui la grande référence de Martin Parr. It's quite a bash copy look. It's been well used, well thumbed. Martin Parr, age 22, and of course, the first chapter is the seaside, Brighton Beach. La vie ordinaire le fascine. En la photographiant, il documente une société, il capture l'atmosphère d'une époque. Que ce soit sur les plages anglaises au début des années 80 avec sa célèbre série The Last Resort, au cœur des lieux touristiques ou encore tout simplement chez les gens, comme pour cette exposition à Arles où il associe texte et photographie. J'ai vu le papier peint m'a vu. Ça a été le coup de foudre. Collectionneur obsessionnel, il conserve cartes postales, papier toilette, réveil matin, des objets qui racontent une histoire. Dans le même esprit, il photographie les différentes classes sociales avec, en creux, un regard ironique et désespéré sur la consommation des Occidentaux. I think in our chaotic times, in our modern world, the great thing that photography can offer is an opportunity to think about the world that we live in. Avec les Britanniques, il entretient une relation entre amour et haine. Depuis ses débuts, il se pose toujours la même question. Comment saisir l'essence de cette incroyable nation dans une série de photos? Question encore plus prégnante depuis le référendum sur le Brexit.
L'année dernière, avec son exposition Only Human, il a tenté d'exprimer ses contradictions anglaises. « Je suis fasciné par la façon dont je peux représenter le monde en images, dit-il. Ce processus me passionne autant qu'il y a 50 ans. C'est plus fort que moi. » Martine Parr avec nous, qui est à Bristol. Martine Parr, est-ce que vous jubilez lorsqu'un visiteur, un regardeur dans une exposition éclate de rire devant l'un de vos clichés? Est-ce que finalement l'ennui n'est pas le plus grand ennemi pour vous, le photographe? Je suis vraiment ravi quand quelqu'un va trouver de l'humour dans mes photos parce que, voyons-le, les humains sont très amusants. Moi, je m'amuse et j'ai fait toute ma carrière en enregistrant les gens qui font des choses drôles. Donc, je pense toujours que c'est un grand compliment si quelqu'un sourit en voyant ce que je fais. Mais en même temps, en étant drôle, j'espère qu'il y a un aspect sérieux dans mes photos. Néanmoins, vous vous considérez comme un photographe non humaniste. Vous n'êtes pas un de ceux comme Sebastião Salgado qui considère que la photo doit être un vecteur pour changer le monde ou pour améliorer la condition humaine. Ce n'est pas le but de votre travail, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pour moi, la raison d'être, c'est d'essayer de comprendre mon lien avec le monde réel et d'exprimer cela par la photographie. Et dans cette expression, il y a des contradictions. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans le monde contemporain et d'autres que j'apprécie moins. Donc, mon travail, c'est d'essayer de trouver des images qui montrent les deux aspects de cet argument. Quelle pourrait être l'expression, la phrase qui résumerait votre manifeste? Est-ce que ce serait le « get in closer », le « rapproche-toi » du grand photographe Robert Capa? Oui, je crois vraiment au fait qu'il faut se rapprocher de son sujet, mais je crois beaucoup à l'utilisation du téléobjectif. Donc, quoi que je fasse, j'essaye d'exprimer les capacités de l'appareil photo en essayant d'exprimer mon propre point de vue sur un endroit grâce à l'appareil photo et à la photographie. Anne. Oui, Martine Parr, vous dites que pour faire une bonne photo, ce n'est pas tant important d'avoir un bon appareil que d'avoir une bonne histoire. Qu'est-ce que c'est une bonne histoire en photographie et comment vous la repérez? Je crois que la chose la plus importante, c'est la relation avec le sujet, la relation avec le monde, et essayer de trouver une façon d'exprimer ce lien. Et si on trouve le moyen de le faire, eh bien, la photographie deviendra très personnelle, très unique, et il y aura inévitablement une histoire sous-jacente. Et ça, pour moi, c'est la priorité numéro 1, essayer d'expliquer la qualité de son lien avec le monde extérieur. Martine Parr, depuis 45 ans, vous renvoyez à la société britannique un miroir absolument à la fois féroce, désopilant. D'abord, c'était en noir et blanc, puis maintenant en couleur, évidemment, depuis quelques décennies. Cette vision de la société britannique, ces photos qui sont à la fois drôles, caustiques, féroces, parfois certains vous ont reproché une sorte d'exploitation de la classe moyenne. Comment avez-vous réagi lorsque vous entendiez ces critiques? Elles ont été rares, mais elles ont été émises à votre égard. Oui, c'est vrai. Moi, je crois que aller au supermarché, c'est moins polémique que d'aller à beaucoup d'autres endroits, d'autres grandes écoles où vont les photographes traditionnels. Donc moi, mon champ de bataille, c'est le supermarché et la plage. Là, on trouve des gens ordinaires qui font ce qu'ils font tous les jours. J'essaye vraiment de prendre des photos du public qui viendra voir mes expos. Quand on va voir mes expos, c'est une image que je renvoie des gens et de moi-même. On est tous des consommateurs, on va tous au supermarché. Beaucoup d'entre nous faisons partie de la classe moyenne, après tout. Est-ce qu'il est vrai que la plage Brighton Beach, enfin bref, la plage anglaise est le lieu qui vous semble le plus jubilatoire et le plus démocratique pour le photographe et pour exercer votre métier et votre œil? New Brighton est beaucoup plus est dans le nord et c'est beaucoup plus ouvrier que Brighton qui est dans le sud et on a différents types d'ambiance, différents types de foules sur la plage. Et c'était un moment dans les années 80, un moment particulier où c'était un endroit vraiment très en mauvais état et c'est là que j'ai commencé à utiliser la couleur. Avant, j'avais utilisé le noir et blanc pendant 15 ans et d'un coup, la qualité du lien a commencé à travailler, à fonctionner et c'est là que les images ont commencé à venir. Et même si on est maintenant 35 ans plus tard, c'est le projet pour lequel on se rappelle de moi. Et donc, je suis vraiment ravi que les gens se souviennent de cela plutôt que de rien du tout à propos de moi.
Mais c'était aussi très politique, puisque c'était à l'époque de Margaret Thatcher, qui disait que le Royaume-Uni était et que l'Angleterre était en plein essor, et vous montriez précisément le contre-champ de ça à travers ces séries sur les plages et sur une forme de déréliction. Ce que je voulais faire, c'était montrer vraiment cette toile de fond un peu désuète, mais aussi montrer ce qu'il y avait dans la zone, et pour montrer que les gens y allaient encore pour faire une petite excursion à la journée. Et on voyait vraiment ces bâtiments délabrés derrière. Mais bon, il y a un peu de politique, mais comme je l'ai dit, ça n'est pas la priorité numéro 1 pour moi. La priorité pour moi, c'est essayer de trouver une image qui raconte quelque chose, qui soit brillante, colorée, qui raconte quelque chose. Et s'il y a un message sous-jacent, eh bien, c'est aux gens de le rechercher. C'est le jackpot. Instagram est le paradis, je crois, pour vous. On va en parler avec Nadia Martine-Parr. Oui, Instagram, c'est donc ce service de partage de photos. Il rassemble désormais 1 milliard d'utilisateurs. Ça veut dire qu'un humain sur 7 a Instagram sur son téléphone portable. Ça a révolutionné la façon dont les images circulent à travers le monde, les photos des professionnels et des amateurs. On peut rappeler peut-être, parce que beaucoup l'ont oublié, que le slogan d'Instagram, c'est « transformer les moments de tous les jours en œuvres d'art ». Et ça a pris tout son sens pendant les derniers mois, les dernières semaines, pendant la crise sanitaire, parce qu'on a vu des milliers de personnes, des artistes reconnus et des artistes anonymes également, qui ont profité du confinement pour composer des œuvres. Et on les trouve aujourd'hui sur ce qu'on appelle des musées virtuels, notamment sur le Covid Art Museum, que vous connaissez peut-être, parce que vous êtes sur Instagram, vous faites partie des humains qui sont sur Instagram. Vous avez 540 000 abonnés, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur Instagram? C'est pour publier vos propres photos, pour regarder celles des autres, celles que je peux partager moi ou d'autres? Tout d'abord, on essaye de faire une présentation chaque semaine. Si vous connaissez mon compte, chaque semaine, on a 6 photos. C'est comme une sorte de mini-folio et on change de sujet. Mais j'ai aussi un compte avec la Fondation Martine-Parr et c'est là que l'on organise des concours où on raconte ce que l'on fait. Mais je suis environ 350 photographes, donc tous les jours, j'essaye de regarder leur œuvre. Et c'est une plateforme fantastique pour voir ce que font les gens. Et puis, bien sûr, pendant la pandémie de Covid, ça a été très intéressant de voir ce que les gens faisaient chez eux. Et c'est comme cela qu'on a lancé une série de concours et de défis avec la Fondation Martine-Parr sur son compte. Et la réaction a été fantastique, avec de magnifiques photos qui ont été envoyées, avec les thématiques qui sont fixées chaque semaine. Et cette semaine, c'est l'exercice physique. Et c'est l'un des 10 que l'on a déjà publié. Et sur le compte de mon atelier, je montre aussi les photos que j'ai prises de l'exercice physique qu'ont fait les gens ces dernières années. Une dernière question, Martine-Parr. Vous êtes une sorte de quintessence de l'homo britannicus, de l'individu britannique. Qu'est-ce qu'il y a d'européen en vous? Et j'ai été tout à fait bouleversé par le Brexit. Je crois très fortement à l'appartenance à l'Union européenne. Et malheureusement, on a perdu le scrutin. On essaye encore de sortir. Et ça, c'est tout à fait déprimant pour moi. Ça fait partie de ces sentiments mitigés que j'ai à propos de mon propre pays. Donc, je me sens beaucoup plus européen que les gens qui ont voté pour quitter l'Europe. Donc je suis vraiment triste de cette perspective. Je vais continuer de venir en Europe et je suis ravi de voir que l'expo soit actuellement à Rennes. La France est l'un des plus grands pays où il y a beaucoup de gens qui suivent mon travail et je suis reconnaissant vers les Français et je profite vraiment de toutes ces images un peu féroces sur les Britanniques et ça fait partie de la mentalité française. Vous êtes irrésistible. Merci Martine-Parr. L'image était par moments capricieuse, mais c'était un bonheur de discuter avec vous. Nous à Paris, vous à Bristol. Votre exposition Parathon jusqu'au 21 janvier 2021 à Rennes, au FRAC Bretagne. Merci encore et nous passons à notre débat. Et on passe à notre débat sur le tournant pris par la campagne présidentielle américaine avec l'engagement officiel vigoureux, voire belliqueux, de Barack Obama il y a 24 heures auprès du candidat démocrate Joe Biden. Obama appelle au grand sursaut contre Donald Trump en novembre. Ce soutien peut-il être déterminant pour l'élection? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Joe Biden compte sur lui. La nuit dernière, Barack Obama a participé à une levée de fonds. L'ancien président est plus que jamais en campagne pour le candidat démocrate et surtout contre Donald Trump. There
Un grand sursaut parcourt le pays, en particulier chez les jeunes, qui disent en avoir assez de cette gouvernance chaotique, désorganisée et mesquine. À 4 mois de l'élection présidentielle, la campagne vire au duel entre Barack Obama et son successeur à la Maison-Blanche. Et toutes les occasions sont bonnes. Comme hier, lors de cette visite dans l'Arizona, où Donald Trump s'est vanté de l'efficacité du mur qu'il fait construire à la frontière avec le Mexique. Mon administration a fait plus que toute autre administration de l'histoire pour sécuriser notre frontière sud. Déjà en 2016, la guerre était déclarée, à coups de petites phrases assassines sur les réseaux sociaux et les plateaux télé. On se souviendra de Barack Obama comme peut-être le pire président de l'histoire des États-Unis. Le président Obama pense que votre candidature est une aberration. Mais lui, c'est un désastre. Sur le plan militaire, on n'arrive pas à battre l'État islamique. Sur le plan de la santé, il faut remettre à plat tout le système. Depuis cette séquence, Donald Trump a été élu et s'est appliqué à défaire tout ce que Barack Obama avait construit. Une animosité encore exacerbée ces dernières semaines par la pandémie de Covid-19 et la mort de George Floyd. Barack Obama peut-il faire battre Donald Trump à l'élection de novembre? Est-ce le match retour de l'élection perdue par Hillary Clinton en 2016? L'antagonisme entre les deux présidents est-il le symbole d'une Amérique irréconciliable? 3 spécialistes des États-Unis avec nous ce soir. Corentin Célin, vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste donc des États-Unis. Vous êtes aussi chroniqueur sur le site d'information en ligne lesjours.fr. Selon vous, Barack Obama mène désormais un combat idéologique assumé contre Donald Trump et leur antagonisme montre une détérioration du climat politique dans le pays. À côté de vous, Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit. Vous êtes bien sûr spécialiste des États-Unis, chercheuse associée à l'IFRI. On voit le dernier numéro d'Esprit consacré à Marcel Henaf, c'est ça, mais celui d'avril était consacré au populisme en débat. Selon vous, Anne-Lorraine Bujon, l'élection de novembre prochain sera un référendum pour ou contre Donald Trump et la confrontation avec Joe Biden se jouera avant tout sur les questions sociales. Et enfin, Gérald Olivier, vous êtes journaliste franco-américain, spécialiste, vous aussi états-unien. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Selon vous, l'arrivée de Barack Obama dans la campagne va surmobiliser la base des électeurs de Donald Trump qui n'ont jamais accepté la victoire des démocrates. À l'époque, c'était en 2008, effectivement, une autre époque. Première question, Nadia, sélectionnée parmi celles qu'on a reçues de nos internautes. Oui. Le débat. C'est donc une question de téléspectateurs que je vous livre à tous les 3. Est-ce si exceptionnel que ça de voir Barack Obama soutenir Joe Biden de la sorte, Corentin Célin, qu'un ancien président s'implique à ce point-là et de cette manière-là dans une bataille électorale? Est-ce que c'est si exceptionnel, si inédit que ça? Ça fait que 24 heures, certes, mais... Ça fait plus de 24 heures parce que même pendant le confinement, on avait vu Barack Obama, par sa déclaration de ralliement en vidéo extrêmement forte. C'est extrêmement inhabituel de voir un ancien président s'investir autant. Bien sûr, d'habitude, l'ancien président vient à la convention, fait des discours. On se souvient que Bill Clinton, par exemple, avait su jeter la rancune à la rivière de la primaire et bien soutenir Barack Obama en 2008. Mais ça ne va pas plus loin, ils font quelques meetings, mais là, on est vraiment dans autre chose. Quelque chose de très proactif, avec une levée de fonds. Une levée de fonds, un discours permanent aussi aux opérateurs de campagne démocrates en leur disant ce qu'il faut faire. Il l'a refait hier pendant la levée de fonds. Il a dit attention, rien n'est gagné, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui nous reste encore à faire. On a l'impression que c'est lui le général en bataille et à côté, Biden, pour l'instant, à chaque fois qu'ils sont ensemble, il a un peu de mal à sortir de son rôle d'ex-vice-président. Et c'est ce qu'il va falloir faire durant les prochains mois, parce que ce n'est pas Barack Obama qui est candidat. C'est ça. Alors, on parle de levée de fonds, c'est le chiffre du jour. Exactement, 11 millions de dollars. C'est la somme récoltée hier soir pour le compte du candidat Joe Biden, donc par l'ancien président Barack Obama, lors d'une levée de fonds en ligne. Gérald Olivier, est-ce que c'est une grosse somme dans l'étiage américain des levées de fonds? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui donne? Qui est-ce que ça mobilise aujourd'hui? Barack Obama qui prend position. D'abord, oui, c'est une très belle somme. Il y a de quoi être fier. En plus, elle ne cesse d'augmenter. Moi, j'en étais resté à 7,5, mais vous en êtes à 11. Tant mieux pour eux. Alors, hier soir, c'était des donneurs, on va dire, moyens. Donc, il s'adressait à tout le monde, il s'adressait aux petits contribuables, on va dire, qui vont envoyer un chèque de 25 à 250 $. Il y a des levées de fonds qui sont plutôt dirigées vers des gens qui ont beaucoup plus d'argent et qui sont beaucoup plus larges que ça. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que notre ami Joe Biden est en retard.
C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les cagnottes de l'un et la cagnotte de l'autre, Donald Trump est à 265 millions et Joe Biden est environ à 125, alors 136 maintenant. Mais ça fait quand même moitié moins. Donc il a du retard à rattraper et c'est aussi une des raisons pour laquelle Obama est de lui donner un petit coup de main. Anne-Lorraine Bujon, Obama, il reste très populaire parmi les démocrates. C'est un président qui a donné satisfaction. Quelle est sa base des gens qu'il peut mobiliser ? Alors Barack Obama est resté relativement populaire, mais je pense que les événements récents lui redonnent un lustre qu'il avait peut-être perdu. Comme le rappelait le reportage, l'élection précédente s'est déjà jouée Trump contre Obama, où Trump contestait absolument tous les aspects du bilan d'Obama. Mais est-ce qu'il avait raison sur certains, Est-ce qu'il avait sur certains, malgré la légende et tout ce qui a entouré la sympathie autour d'Obama, est-ce qu'il avait raison sur certains bilans? Oui, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que le bilan d'Obama était un bilan en demi-teinte, y compris pour les gens qui le soutenaient, y compris pour les gens qui l'aiment, qui lui trouvent le charisme. Sur la question des violences policières notamment. Alors, sur la question des violences effectivement faites aux Noirs, Barack Obama avait vraiment eu à cœur d'être le président de tous les Américains. C'était le premier président noir, on sait la force symbolique que ça avait, mais du coup, il voulait se présenter comme un président rassembleur et pas le président d'une communauté plutôt que d'une autre. Donc ça lui avait valu de prendre une légère distance par rapport à ces questions, avec quand même des grands moments d'émotion. On se souvient peut-être à la mort du jeune Trayvon Martin, où il était submergé par cette émotion, et il reste une icône du monde afro-américain, forcément. Enfin, comment cela pourrait-il être autrement? Juste un mot sur le symbole. En même temps, Donald Trump devant un mur, symboliquement, c'est... Oui, mais pour lui, c'est tout à fait cohérent. C'était une de ses promesses centrales en 2016, de faire construire ce mur contre l'immigration sans papier. Alors, ça a été très loin d'être réalisé dans les proportions qu'il avait annoncées, mais dès qu'il y a une portion de mur qui est ou rénovée ou bien construite, pour lui, c'est très important parce qu'il sait que ça mobilisera, en particulier dans un État, par exemple, comme l'Arizona, qui pourrait être cette fois en jeu, ça mobilisera fortement son électorat blanc populaire. Donc, c'est très important symboliquement de s'y rendre. On l'écoute ? On écoute Donald Trump, quand en effet, Anne-Lorraine Bujon le rappelait, la détestation entre les deux hommes, elle ne date pas d'hier. Et encore, il y a 2 jours, Donald Trump a accusé Barack Obama de trahison. On le regarde. Trahison, c'est une trahison. Regardez. Quand je suis venu il y a un moment, je vous avais dit que le gouvernement Obama espionnait ma campagne. J'ai dit qu'ils nous enregistraient et c'était entre guillemets. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils nous espionnaient. Ils ont espionné ma campagne. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Il s'est avéré que j'avais raison. Gérald Olivier, à quoi fait-il référence exactement là? De quoi est-il question? Il fait référence à l'enquête qui a été menée par le FBI à partir de 2016 sur une possible collusion entre la campagne de Donald Trump et la Russie, ou des campagnes d'influence russe. Et dans le cadre de cette campagne, sur la constitution d'un dossier, dont il s'est avéré après qu'il avait été fourni par les démocrates et payé par les démocrates, et sur un certain nombre de soupçons, le FBI avait monté des écoutes chez Donald Trump et chez un certain nombre de ses correspondants, de ses collaborateurs. À l'époque, il s'était plaint du fait et tout le monde avait rigolé en disant qu'il était c'était de la folie, c'était pas vrai, c'était pas là. Et on s'est aperçu non seulement qu'il avait raison sur les écoutes, mais qu'il avait raison aussi sur le fait qu'il n'y avait aucun fondement réel à l'enquête. Et l'enquête s'est prolongée jusqu'après l'élection, et l'enquête du FBI elle-même s'est prolongée jusque pratiquement l'investiture de Donald Trump, puisqu'au dernier moment, son collaborateur qui devait devenir conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui lui-même avait été un des collaborateurs de Barack Obama, directeur du renseignement auprès du Pentagone, avait été impliqué dans cette enquête, et le président Obama, toujours en exercice à l'époque, avait laissé l'enquête se prolonger alors qu'on savait à ce moment-là qu'il n'y avait pas de fondement. Quand il parle de trahison, c'est grave, c'est pas si oui, mais c'est très grave ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il avance quand il utilise le mot trahison? Parce qu'on pense aux trahisons, on entend... Mais parce que lui-même a été accusé de trahison par l'ensemble du Congrès, et c'est d'ailleurs ce qui a mené à son procès en destitution. Et ce qui s'est passé, on le verra après en fonction des événements, mais le FBI, d'une certaine façon, a été instrumentalisé à des fins politiques pour nuire au camp de Donald Trump. Ça, c'est très grave. Donc là, il y a d'une certaine façon trahison. Corentin Célin, est-ce que l'affrontement entre ces deux hommes est l'affrontement plus large entre deux Amériques qui semblent de plus en plus polarisées, de plus en plus irréconciliables, pour le dire en d'autres termes? Oui, mais en fait, tout a commencé. Donald Trump s'est lancé en politique. Alors, bon...
le rôle de cet affrontement qui a d'abord été personnel. On se souvient du dîner des correspondants à la Maison-Blanche en 2011 où Obama, président, humilie par des plaisanteries très, très dures Donald Trump devant tout le monde, qui quitte la salle avant la fin du dîner. Aujourd'hui, peut-être que même les deux hommes disent que ça n'a pas joué de rôle, mais on peut penser que ça a joué un rôle. Au-delà de ça, Donald Trump il est rentré en politique pour incarner ce qu'avaient porté les Tea Party, en particulier républicains, conservateurs radicaux en 2009-2010, c'est-à-dire une révolte conservatrice populaire, mobilisée justement contre Obama, parce qu'Obama, il incarnait le plus d'États, le plus d'impôts, et en particulier avec l'Obamacare. Donc ça remonte à très loin. Et aujourd'hui, on a l'impression que Barack Obama, qui il y a 4 ans, était quand même limité dans son intervention par son statut de président. Il ne pouvait pas quand même rentrer dans la campagne autant qu'il le souhaitait. Aujourd'hui, il a été tellement piqué au vif par les attaques contre son bilan qu'il renvoie la balle cette fois-ci. Par exemple, il y a un mois, il a parlé de Donald Trump comme le président le plus dangereux qui soit pour l'état de droit, pour le rule of law. C'est violent. Et c'est extrêmement violent. Et aujourd'hui, c'est effectivement on n'est plus dans 2 oppositions politiques. On est dans 2 ennemis qui ne se reconnaissent plus de légitimité et on n'est plus vraiment dans un débat politique avec une idée d'une unité nationale. On évoque Trump lâché par les siens, Nadia ? Oui, avec une débandade qui continue. C'est une information qui a été révélée cette nuit par l'agence Reuters. On en parle beaucoup, ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Des dizaines, donc on a appris que des dizaines d'ex-hauts fonctionnaires républicains s'apprêtaient à soutenir publiquement la candidature de Joe Biden. Alors il s'agirait pour l'essentiel d'anciens des services de sécurité nationale. Ils ont travaillé sous les présidences de Reagan ou des 2 Bush. Le groupe aurait été formé à l'initiative de ces 2 hommes, à gauche donc, un certain John Bellinger qui a exercé le poste de conseiller juridique auprès du Conseil de sécurité nationale et du département d'État, c'était de 2001 à 2009, et Ken Weinstein qui a été le premier procureur général adjoint à la sécurité nationale. Les autres, des hommes a priori, sont restés anonymes et toujours d'après Reuters, ils comptent sortir du bois dans les prochains jours, en tout cas annoncer publiquement donc ce soutien à Biden d'ici la convention démocrate du mois d'août. Et en attendant, ils n'ont pas de mots assez durs pour exprimer une inquiétude et même un pessimisme en cas de victoire de Trump. Par exemple, Trump copine avec des dictateurs, c'est un vrai danger, c'est ce que dit l'un d'entre eux, ou encore 4 ans supplémentaires de présidence Trump mettraient en danger la nation américaine, avertit un autre, et ces déclarations elles font écho à d'autres mises en garde, en l'occurrence à celles qui ont été mises par l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton dans ce livre explosif qui vient d'être publié. Il juge donc le président dangereusement inapte à gouverner, et puis il raconte également, il y a plein de détails dans le livre, il raconte par exemple que Trump situait la Finlande en Russie ou encore qu'il ignorait que le Royaume-Uni détenait l'arme nucléaire. Anne-Laurent Bujon, ces mutineries, d'ailleurs, est-ce qu'on peut les qualifier comme ça? Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur l'électorat, sur la base électorale de Trump, cette débandade dont je parlais, puisqu'il y a eu avant ça Mattis, Colin Powell? Oui, bien sûr, ça ajoute au sentiment que le vent politique tourne, qu'il a tourné très vite, très fort, et que Trump est dans une très mauvaise séquence politique, ce que confirment les sondages. Je crois qu'il faut faire attention que ces gens-là, ce ne sont pas les siens. Ce ne sont pas des proches de Donald Trump. Jamais été. C'est l'establishment républicain qui s'est toujours méfié de cet homme. Il y avait déjà un groupe Never Trump qui s'était constitué avant l'élection de 2016, en avertissant notamment qu'il ne fallait pas laisser à cet homme le pouvoir d'appuyer sur le fameux bouton rouge, que c'était trop dangereux pour une puissance nucléaire d'être gouvernée par un personnage aussi erratique. Et donc, ces hommes-là, pour Trump, ils font partie du système? C'est le système qu'il dénonce? Oui, c'est tout à fait le système qu'il dénonce. Et après, si vous voulez, certains sont républicains, d'autres sont démocrates, des républicains, on va dire, modérés, des républicains old school. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre-temps, Donald Trump avait réussi à pactiser avec le parti républicain. Il y avait du donnant-donnant. Son message à lui, c'est un message de national-populisme conservateur qui n'était pas celui de l'establishment républicain, mais sur les baisses d'impôts, sur la dérégulation, sur le démantèlement d'Obamacare. Là, il pouvait trouver un accord. C'est cet accord qui ne tient plus réellement parce que notamment les résultats économiques sont mauvais, parce qu'il y a cette anxiété économique qui monte dans le pays. Il y a toute la contestation de la façon dont Donald Trump a géré la crise sanitaire. Et maintenant, face à la question de la violence raciale, il y a aussi le sentiment que là, Donald Trump va trop loin, y compris pour cet establishment républicain qui ne veut pas être fiché comme étant ouvertement raciste ou suprémaciste, alors que Donald Trump, lui, n'a pas ces genre de scrupules. Une question, Gérald Olivier, qui est récurrente depuis quelques années. Est-ce qu'être contre Donald Trump suffit à faire un programme? Normalement, non.
Normalement, non. Maintenant, on est dans une élection où le président joue sa réélection. Et traditionnellement, dans ce cas-là, l'élection devient un référendum sur le premier mandat. Donc il est logique est-ce qu'on veut encore de Trump ou est-ce qu'on n'en veut plus? Et ce qui est intéressant dans l'intervention de Barack Obama, c'est que d'une certaine façon, ça nous renvoie 8 ans en arrière. D'ailleurs, les images que vous passiez tout à l'heure, lui avec Biden, c'est des images qu'on a déjà vues et on ne sait pas qui est numéro 1, qui est numéro 2. Et on oublie qu'en fait, c'est Biden qui devrait être numéro 1, mais dans l'intervention d'hier soir, il était manifestement le numéro 2. Et il écoutait son grand frère qui parlait beaucoup mieux que lui et beaucoup plus souvent. Et en fait, on en vient à une élection qui sera, est-ce qu'on veut en revenir à Barack Obama ou est-ce qu'on poursuit ou interrompt l'expérience Trump? Donc, dans le choix des démocrates de mettre l'ancien président en avant, il y a quand même un certain risque. Alors, on va s'intéresser à un homme qui est une fidélité inoxydable à Donald Trump, William Barr, le ministre de la Justice des États-Unis, téléconsulté par Thibault Nolte. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier. Mon cher William Barr, j'ai votre dossier sous les yeux. C'est préoccupant. Pas parce que vous êtes ministre de la Justice des États-Unis, mais parce que vous êtes, selon un lauréat du prix Pulitzer, celui qui a transformé son ministère en cabinet d'avocats avec un seul client, Donald Trump. Vous ne faites même pas semblant de croire en la séparation des pouvoirs. Vous théorisez la présidence absolue, que rien ne saurait entraver, surtout pas des manifestants pacifiques gazés afin que Trump puisse rejoindre une église et prenne sa célèbre pose christique. There were chemical irritants, the party. No, there were not chemical irritants. Pepper spray is not a chemical irritant. It's not chemical. Vous jouez sur les mots. Bravo. Vous êtes malin et même drôle. Roi des contorsions faciales à l'école et maestro en cornemuse niveau championnat d'Écosse. Le reste est moins drôle. Étudiant à Columbia, vous êtes de ceux qui s'opposent aux opposants à la guerre du Vietnam. Vous devenez analyste à la CIA, surveillez les Chinois et faites votre droit en cours du soir. Vous êtes ministre de la Justice une première fois il y a 30 ans. Vous autorisez le premier programme de surveillance de masse, faites libérer 6 condamnés dans le scandale Iran-Contra, fermez la frontière aux victimes d'un coup d'État en Haïti. Voilà. Plus tôt, vous aviez déjà convaincu le président Bush Senior d'envahir le Panama. Avec Trump, la fête continue. Vous affirmez que l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence russe dans les présidentielles de 2016 exonère Trump. Complètement faux. Un ex-conseiller à la sécurité ment au FBI dans la même affaire. Vous abandonnez les charges. When history looks back on this decision, how do you think it will be written? Well, history's written by the winners. Dernière avanie, samedi, vous avez viré le procureur de New York qui enquête sur des proches de Trump. Le cynisme sur ordonnance. Mon cher Bill, gardez la chambre. Merci, Monsieur Nolte. Anne? Oui, mais Donald Trump conteste notamment la procédure de vote par courrier. Est-ce qu'il y a un risque de dysfonctionnement sur le processus électoral en novembre, Corentin Sellin? Non, pour l'instant, il faut rappeler qu'il y avait 5 États qui ont choisi ce mode avant la Covid, donc, et qui votent entièrement par correspondance. Parmi eux, il y a un État très conservateur qui est l'Utah, qui est quand même très majoritairement républicain. Il a adopté progressivement ce vote par correspondance depuis 2012. On n'a noté aucune fraude, ni aucun changement politique. D'ailleurs, on voit que c'est assez amusant parce que le Parti républicain national et Trump sont très très hostiles au vote par correspondance, ont déjà dépensé 20 millions de dollars pour entamer des procédures. Pourquoi à quoi ils jouent? Pourquoi si c'est pas... Alors, mais justement, il y a une différence d'analyse, même à l'intérieur des Républicains. Donc, Donald Trump et une partie de sa campagne sont convaincus que ça les desservira, que c'est la porte ouverte à la fraude. William Barr l'a encore répété il y a quelques jours. Et l'autre partie? Et l'autre partie dit non, c'est pas du tout évident parce que, par exemple, l'électorat âgé, qui voudra se protéger de la Covid et qui vote majoritairement pour Trump, préférera voter par correspondance. Donc, faites attention. Il y a une discussion à l'intérieur du Parti républicain là-dessus. D'accord. Alors, Anne Buchon, vous disiez tout à l'heure que la séquence était mauvaise pour Trump. On a vu les sondages, etc. Donc, la presse se demande, peut-il encore être élu? Mais il y a 4 ans, la presse pensait qu'il ne pouvait pas être élu. Est-ce que c'est joué? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ça peut lui bénéficier ou pas, finalement? Alors, vous faites bien de rappeler qu'à 4 mois et demi d'une élection nationale aux États-Unis, il faut toujours rester très prudent dans tous ces pronostics. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas, en fait, Obama contre Trump ou Biden contre Trump, c'est Trump contre Trump.
cette élection. Et là, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que sa base lui est fidèle, elle lui est restée fidèle tout du long. Sa base des blancs sans diplôme, pour résumer. Les blancs moins homogène que ça. On pourrait le dire d'une façon un peu plus poussée peut-être, cette base qui est blanche et chez laquelle Donald Trump joue d'une forme de ressentiment ou de nostalgie pour l'Amérique telle qu'elle était autrefois, par opposition à cette jeune génération qui manifeste pour Black Lives Matter, qui représente le progressisme, l'avenir, si on veut. La base lui est acquise, ça n'a pas changé. Mais la question, c'est où est l'hostilité, où est la base qui est très opposée à Donald Trump, où sont les gens pour qui le fait de ne pas le réélire devient une question existentielle. Et c'est ce pourcentage qui augmente d'une manière très inquiétante pour lui. On dit là 50% d'opinion très défavorable sur sa gestion de la crise sanitaire, sur sa capacité à réparer le pays s'il est en situation de reprise après une relance, après une dépression, et sur sa capacité à trouver le ton juste face à cette demande de justice raciale et sociale qu'on a vu monter toutes ces dernières semaines. Donc c'est pas bon pour lui là, vraiment pas bon. Eh bien, je crois que ce sera le dernier mot. Vous en avez un, 10 secondes. Oui, sa base est beaucoup plus large qu'on veut le dire. Très bien. Il y a des Noirs pour Trump, il y a des femmes pour Trump. On ne veut pas les montrer, c'est délibéré, mais les démocrates devraient se méfier. Autre mot de la fin, le vrai celui-ci. Merci à tous les trois. 28 minutes continue bien sûr. Dans un instant avec Mauduit Saltiel à propos du Machu Picchu. Non, Machu Picchu. La cité Inca péruvienne toujours fermée aux visiteurs pour cause de Covid-19. On évoquera aussi une ampoule électrique auxiliaire possible d'un espionnage complètement dément, archi sophistiqué. Vous verrez, mais d'abord Désintox. Ce soir, la brigade de vérification des Infox fait le point sur Rachida Dati et le mariage pour tous. Allons bon. À quelques jours des municipales, la candidate LaREM Agnès Buzyn a attaqué Rachida Dati sur ses positions sur le mariage pour tous et la PMA pour toutes lors du débat du second tour. Alors que l'ancienne ministre de la Santé, qui a toujours été favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, indique avoir porté la PMA pour toutes les femmes au Parlement, son adversaire LR rétorque. Au Parlement européen, je l'ai porté aussi. Problème, Désintox a fouillé mais n'a trouvé aucune défense de la PMA par l'ex-garde des Sceaux sur le site du Parlement. Contacté par Désintox, son entourage a maintenu que la candidate LR ne s'était jamais positionnée contre la PMA pour toutes lors des conférences et des débats à l'Assemblée de Strasbourg et a répété que Rachida Dati avait défendu la PMA pour toutes pendant la dernière législature. Or, Désintox a trouvé dans les archives un vote de Rachida Dati contre le rapport Marianne Neuschel, adopté en 2015, qui encourageait les États membres à promouvoir l'accès à la PMA sans discrimination. Enfin, en 2013, sur son site de députée européenne, Rachida Dati expliquait son opposition à un autre rapport, finalement rejeté, qui préconisait l'accès à la PMA pour les lesbiennes. Alors que j'ai été fortement mobilisée en France contre un tel projet, je ne pouvais pas accepter que le Parlement européen exprime sa volonté de l'introduire par la petite porte. Ce qui montre bien qu'elle ne peut avoir porté cette proposition au Parlement européen. C'est QFD. Salut les gars. Salut. Ça va, monsieur Saltiel? Très bien. Monsieur Mauduit, on va parler un peu de tourisme et de culture. Et le tourisme qui est quand même assez sinistré dans un certain nombre de pays à cause de la pandémie, notamment le Pérou, 6e pays le plus touché au monde par le Covid ou la Covid. Vous dites comment là? La Covid. Ah, vous dites la Covid, moi je dis le Covid. Bon, bref, la réouverture du Machu Picchu a été reportée, mais vous avez voulu remonter à 1911 avec la découverte du Temple du Soleil. Vas-y, Tintin. C'est ça, exactement. Non, c'est le 24 juillet 1911 qu'un explorateur américain, il s'appelle Hiram Bingham, découvre le Machu Picchu. Regardez, c'est un vrai explorateur, il est exceptionnel. Cette cité Inca, oubliée depuis des siècles, à 2400 mètres d'altitude dans les Andes, perdu au milieu de la forêt luxuriante, un lieu alors qui aurait été construit au XVe siècle de notre ère par des Incas, donc abandonné, délaissé par les Indiens déjà avant l'arrivée des Espagnols. Eh bien, en 1911, voilà, il découvre cette cité qui avait été oubliée. Il y retourne l'année suivante avec les fonds de l'université de Yale, avec le soutien de la National Geographic Society, dont le magazine publie les articles avec ces photos extraordinaires. Le monde est ébahi. Et un peu plus tard, en 1948, Hiram
fait paraître un ouvrage, La cité perdue des Incas. Alors là, succès planétaire qui conforte sa posture. C'est lui qui a découvert le Machu Picchu. Vous vous doutez bien qu'il va falloir un petit peu nuancer. Alors, cette très belle histoire construite autour d'un personnage qui a inspiré George Lucas pour créer Indiana Jones. Et oui, c'est quand même pas rien. Alors déjà, quand il arrive en 1911, Hiram, cherche quelque chose, il sait pas trop quoi, il cherche le refuge, le dernier refuge des Incas. Donc c'est autour de Cusco, de Vilcabamba. En fait, il trouve pas, il sait pas trop où il arrive. En tout cas, c'est par hasard qu'il tombe sur le Machu Picchu. Mais par hasard, on peut là aussi un petit peu en discuter. Il y a son guide, Melchor Arteaga. Et oui, son guide, un Péruvien qui connaît les lieux, mais comme tous les Indiens qui savent qu'il y a des ruines là-haut. Et d'ailleurs, quand ils arrivent sur place, tiens, il y a 2 Indiens installés là. Oui, ils vivent là tranquille. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué. Il faut nuancer cette notion de découverte. C'est le regard par l'homme blanc. Occidentaux. Oui, parce que voilà, les Indiens, ils savaient ce que c'était. Mais alors là, il faut nuancer encore plus parce qu'il n'est même pas sûr que ce soit lui le premier. Le site du Machu Picchu apparaît sur une carte d'un explorateur allemand de 1874, donc on est 37 ans plus tôt. Non, ce qu'on peut dire, et ça c'est avec certitude, Hiram, lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est de la publicité autour de sa découverte et il a donné au Machu Picchu cette image, le succès mondial qui existe encore aujourd'hui. Et là, c'est légitime avec une limite cependant, c'est que Hiram Bingham, un peu comme Indiana Jones, vous savez, l'explorateur, l'archéologue qui détruit tout ce qui touche, le pire des archéologues de la Terre. Lui, il a pris beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, vous avez vous voulez dire subtilisé. Et c'est à l'université de Yale. Il y a des procès entre l'université et le Pérou aujourd'hui encore. C'est rendez-nous tout ce qu'a pris le bel explorateur. Et c'était pas si bien que ça. Allez, moi, je vous propose un petit tour au Machu Picchu. Alors, qu'est-ce qui reste là-bas? Eh bien, il reste au moins un trône. C'est déjà ça. C'est au Machu Picchu que fut en son temps la forteresse clé du royaume, en même temps qu'une retraite religieuse, que se célébraient les rites à la gloire du soleil, dont voici le trône. Voilà ce fameux trône. Ah oui, oui, fait rêver. Alors, ne soyez pas empoulés, mon cher François, et parlez-nous de votre histoire. Oui, une histoire presque lumineuse. Imaginez, vous êtes engagé dans une affaire sensible. Vous êtes prêt à délivrer des informations confidentielles et pour éviter tout risque d'espionnage, vous avez bien sûr abandonné votre téléphone portable, vous l'avez laissé à la maison, vous avez débranché tous les objets électroniques dans une pièce. Vous avez aussi inspecté justement l'endroit pour déceler d'éventuels mouchards. Mais avez-vous pensé à éteindre l'ampoule au plafond? Car une équipe israélienne de chercheurs vient de mettre en point une nouvelle technique d'espionnage d'écoute à distance grâce justement à cette ampoule, ça s'appelle l'enphone. Alors je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Eh bien, à chaque fois que nous parlons, nous émettons des ondes. Et ces ondes, et oui, des postillons aussi, mais ces ondes en tout cas se répercutent sur une ampoule. Et sur cette ampoule, il y a des micro-vibrations. Eh bien, les chercheurs arrivent à analyser ces micro-vibrations pour pouvoir reconstituer des propos. Regardez les images de cette démonstration. Ces chercheurs se sont positionnés à 25 mètres d'une pièce cible qui se situe ici, à l'étage de l'immeuble. Ils se sont munis d'un simple télescope. Et sur ce télescope, il y a bien sûr un capteur électrosensible. Le télescope est pointé donc sur l'ampoule cible. Et dans le cadre du test, ils ont diffusé des chansons comme Coldplay ou les Beatles. L'appareil arrive à capter les sons. Aussi, ils ont diffusé un slogan de Donald Trump et ils arrivent donc à reconstituer les propos. Vous imaginez, c'est complètement fou. Alors, pour nuancer tout de même cette expérience, il faut quand même 2 choses. Déjà, il faut que l'ampoule soit suspendue. Parce que forcément, si elle est imbriquée, ça ne capte pas. Il faut qu'elle soit suspendue et il faut quand même des sons assez forts. Donc, si vous chuchotez, vous devez quand même, a priori, vous en sortir. Alors, le but de ces chercheurs israéliens n'est bien sûr pas de faire du prosélytisme, de recruter des futurs pirates, mais bien de nous alerter sur l'existence de cette pratique. Et ils donnent quand même un petit conseil pour être certain d'être tranquille quand vous êtes dans une pièce. Fermez les rideaux. Oui, c'est ça, oui. Merci, mes amis. À suivre sur Arte ce soir, une soirée cinéma, Les Roseaux Sauvages, rebaptisés à l'époque Les Oiseaux Sauvages, d'André Téchiné. 4 Césars, rappelez-vous, Élodie Bouchès, Gaël Morel, c'était en 94, non 94, 95. 94 déjà. On se quitte avec le nouveau single de Bob Dylan, Murder Most Foul, sur John Fitzgerald Kennedy. Un clin d'œil à notre débat sur la présidentielle américaine de novembre. À demain, 20h05. Tchuss. It was a dark day in Dallas,
November 63, the day that will live on in infamy.